avec nous ce matin Chris, scénariste connu, je pense, de la plupart d'entre vous, et d'entre nous de toute façon, qui alterne des sujets contemporains et des sujets historiques. Il est le scénariste de ce magnifique chef-d'œuvre qui est Notre mère la guerre, qu'on sortait presque de spin-off cette année avec Notre Amérique, enfin, 601, on pourrait en discuter, et qui a aussi publié qui a écrit le scénario de cet album très important qui s'intitule Un maillot pour l'Algérie. Pour l'Algérie, vous dites pas le Maroc parce que c'est. Voilà, il ne faut pas dire le Maroc, trompé par les élections, ni l'Amérique, parce que je viens de dire Amérique, un maillot pour l'Algérie, qui retrace l'épopée des joueurs de football de l'équipe de France qui ont choisi. D'Algérie toujours, hein. De l'équipe d'Algérie. Non, donc certains étaient dans l'équipe de France et qui jouaient entre les équipes du championnat de France et qui ont choisi au moment de la guerre d'Algérie de partir pour s'engager, créer, inventer une équipe d'Algérie avant même que l'Algérie soit reconnue par l'ONU. Donc un album qui mêle histoire et aussi thème de grande actualité. Emmanuel Lepage, qui il y a 12 ans a inauguré le premier prix Cheverny de la bande dessinée historique avec le premier volume de Muchacho, et qui depuis ne cesse de nous émerveiller avec des albums très différents les uns des autres et de plus en plus riches, on pourrait presque dire, de plus en plus complexes, dont le dernier est Le Voyage d'Ulysse, un voyage d'Ulysse mêlant contemporain et références mythiques, et qui vient de paraître il y a une semaine. Voilà, il y a une semaine. Ce qui fait un écho particulier avec Jean Arambat, alors écho particulier parce que Jean Arambat est vainqueur cette année du prix Cheverny, une bande dessinée historique pour les chants d'Ulysse, donc un ouvrage complètement différent, sans aucune, enfin très, très différent aussi bien du point de vue du dessin que du point de vue de la position de celui d'Emmanuel, que la plupart d'entre vous, je suppose, n'a pas encore lu. Mais les chants d'Ulysse, c'est aussi une façon d'associer le mythe et le contemporain, d'une façon très différente, puisque c'est le mythe vu à travers ou accompagné par le regard de l'historien et de l'anthropologue contemporain. Jean Arambat est un petit peu le plus jeune, enfin celui dont mais qui est de nos invités aujourd'hui, mais c'est en même temps déjà un revenant au rendez-vous d'Histoire de Bois, puisque son album sur les révoltes du sel dans la France du XVIIe siècle avait déjà été primé, Les Invisibles, il y a quelques années. Jean, lui aussi, s'il est passionné d'histoire, je ne sais pas, c'est une question qu'on peut vous poser, jusqu'à quel point vous, les uns et les autres, quelle est la place de l'histoire dans vos intérêts, travaille aussi sur d'autres thèmes que l'histoire, donc pas uniquement dans une logique de bande dessinée historique, mais vraiment dans une réflexion sur la bande dessinée et le réel. Alors, je vais commencer par cette question. Vous êtes des familiers du rendez-vous de l'histoire à des titres divers. Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour vous dans votre travail de bande dessinée? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est parmi d'autres, ou est-ce qu'elle est particulièrement forte? C'est moi qui démarre. L'histoire, elle a toujours été importante. Je ne saurais pas vous dire exactement l'acte de naissance de cette passion-là, mais voilà, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai commencé à lire la bande dessinée très tôt. C'était déjà la bande dessinée historique. À ce moment-là, c'était Alix, notamment, où je prenais régulièrement à la médiathèque. Il y avait aussi les Tuniques Bleues, un rejet beaucoup plus humoristique, mais qui m'a très vite passionné pour la guerre de sécession.
Et puis, en réalité, un des souvenirs mais que j'ai oublié, mais qui a sans doute été peut-être la fondateur là-dessus, c'est que j'étais allé voir les plages de débarquement en Normandie quand j'avais 5 ans, ou 4 ou 5 ans, à tel point que je l'ai oublié après, mais bon, où je creusais le sable pour trouver des casques américains. Voilà, j'étais sûr que j'allais trouver des casques américains, je cherchais déjà un peu l'histoire enfouie. Et puis après, ça a très vite fait écho à mon histoire familiale, pas personnelle, mais familiale, puisque j'ai un grand-père et un arrière-grand-père qui ont participé un peu à toutes les opérations de la Seconde Guerre mondiale, notamment mon arrière-grand-père qui avait rejoint De Gaulle très tôt. Donc il y avait une mémoire familiale autour de la Seconde Guerre mondiale qui permettait quand même, alors ensuite leurs fils aussi ont traversé cette fois la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. Et ce qui fait qu'il y avait cette envie de comprendre ce que mes tontons ou mes grands-pères, que je connaissais bien, avaient vécu. Et aussi de mieux comprendre le monde dans lequel on vit en général. Enfin voilà, les récits historiques qui ont toujours fait écho de façon très forte. C'est quand j'y voyais une actualité toujours présente, c'est le cas d'un maillot pour l'Algérie par exemple, avec tout le débat sur l'identité nationale, sur les binationaux, Dieu sait s'il est présent depuis quelques années. Et quand on est tombé sur cette histoire avec Bertrand Gallic, tout de suite on s'est dit qu'à travers l'histoire on pouvait raconter énormément de choses pour aujourd'hui. En fait, quand j'étais enfant, ado, et que je disais que je voulais faire de la bande dessinée, ça passait assez mal. Donc, pour être tranquille auprès des enseignants, je disais que je voulais être professeur d'histoire. Habile. Voilà, c'était habile. Bon, c'était pas seulement une pirouette, c'était aussi parce que l'histoire me passionnait. Et comme Chris, j'ai aussi cherché des casques en Normandie. Moi, j'en ai trouvé. Ouais, t'avais tout piqué alors. Écoute, je pourrais te montrer. Et donc, j'ai surtout été intéressé par l'histoire contemporaine, en fait, disons, ce qui a trait au 19e, 20e siècle. Et c'est vrai que je le traite assez peu, en fait, dans mes récits, hein, puisque ça se passe plutôt aujourd'hui. Sinon, Muchacho, qui m'a valu donc, le prix de Cheverny il y a 12 ans, et j'avais été même assez étonné d'ailleurs de recevoir un prix, un des rendez-vous de l'histoire pour ce livre-là, qui pour moi était tellement proche de nous que je n'imaginais pas recevoir un prix de la bande dessinée historique. Pour moi, la bande dessinée historique, ça s'adressait plutôt à des récits plus anciens, au Moyen-Âge, enfin, vous imaginez toute la collection vécue, par exemple, de chez Glénat, c'était plutôt ça. Mais effectivement, ça a toujours été très, très présent, en tout cas dans ma vie personnelle. Et effectivement, ça infuse aussi certainement dans mes histoires. Alors, l'histoire, pourquoi l'histoire est importante? Parce qu'elle est enseignante, tout simplement. Alors c'est toujours délicat avec l'histoire, parce d'un certain côté, on nous dit, les sciences humaines nous disent que l'homme d'hier n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir au passé comme une source d'inspiration, d'apprentissage. En ce moment, je travaille moi sur David Niven et Churchill. Enfin, ça rejoint un peu la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je lis les mémoires de David Niven, c'est ce comédien britannique qui était officier de formation, qui était parti à Hollywood, qui est revenu à Londres à la déclaration de guerre. Et il raconte ses promenades avec Winston Churchill à Chartwell. Et alors, ils échangent un petit peu comme ça. Et Churchill lui dit il va se passer un très grand malheur, quelque chose va arriver, et l'Amérique va se mettre en marche, en guerre, etc. Et les choses vont changer. Quelques temps plus tard, Pearl Harbor arrive et Niven retrouve Churchill à Chartwell pour une deuxième ou troisième promenade, comme ça. Et David Niven, qui était colonel, donc demande à Churchill, mais comment vous saviez ça, comment vous aviez anticipé ça? Et Churchill se tourne vers lui, il dit, mais ça, mon garçon, c'est parce que j'ai étudié l'histoire. Et voilà. Bon, je ne sais pas ce que peut signifier pour vous cette anecdote, mais voilà, l'histoire est enseignante, c'est pour ça qu'elle est importante. Mais comme elle ne se répète pas, elle est aussi un peu mystérieuse et insaisissable. Et pour revenir peut-être à la trajectoire personnelle, moi, c'est la lecture de Dumas, des Trois Mousquetaires, de 20 ans après,
qui est l'histoire aussi à l'échelle d'une vie, du vicomte de Bragelonne, parce qu'il y a ce temps qui passe et il y a cette dimension proustienne qui moi, m'a beaucoup touché à l'adolescence. Alors voilà, là aussi, on essaie de refaire sans répéter. C'est comme l'histoire, on essaie de faire des récits, mais de ne pas répéter ce qui a été fait. Merci, je pense que cette diversité d'approche de l'histoire est toujours intéressante. Et dans vos œuvres, aux uns et aux autres, que ce soit l'histoire, je trouve ça intéressant, vous disiez que vous ne pensiez pas que Muchacho c'était l'histoire parce que c'était très proche. Et en fait, c'était déjà pas si proche que ça, même en temps, au moment où c'était sorti. Aujourd'hui, on fait de l'histoire encore plus contemporaine que ça. On s'interroge sur le regard spécifique de l'historien, et c'est vrai que ce qui nous avait frappé, c'était la qualité du regard et la qualité à travers une histoire fictionnelle, une histoire qui formait un tout en soi et qui était centré sur un personnage, la reconstitution, ou plutôt la représentation, non seulement d'un cadre historique, mais de problèmes posés, de difficultés du moment, qui nous paraissaient remarquablement bien posés, avec la juste distance entre 2006, je crois, oui, de 2004. 2004 quand l'album est sorti, et avec cet effet de distance qui crée un certain regard d'historien. Mais c'est vrai que dans votre œuvre, comme certaines des vôtres, vous avez des choses beaucoup plus contemporaines. Vous avez tous choisi la bande dessinée, vous n'avez pas spécialement choisi l'histoire, si vous avez fait des œuvres historiques, vous avez choisi la bande dessinée comme médium pour vous exprimer. Il me semble que tous les trois, ce que vous avez en commun, c'est, même lorsque vous écrivez des œuvres de fiction, de dire le réel, de dire parfois en dénonçant, je pense à un point à Tchernobyl par exemple. Et comment est-ce que la BD est un bon médium pour dire le réel quand on a la photo, quand on a le journalisme, l'enquête, l'interview qui pourrait paraître plus vrai comme médium? Emmanuel peut-être? Lorsque j'ai fait Muchacho, donc je disais que je n'avais pas l'impression de faire une bande dessinée historique. Ce que j'ai essayé de chercher en fait dans ce livre-là, c'est disons d'essayer de comprendre pourquoi en 1977-78 le peuple nicaraguayen va se soulever, et d'essayer de comprendre quelle était la dictature à l'époque, quelle était la dictature de Somoza. Et j'ai interviewé effectivement un certain nombre de gens, j'ai lu des livres, j'ai aussi surtout, et c'est ça qui a sans doute été le plus important pour moi, ça a été de rencontrer des acteurs en fait, de cette révolution, particulièrement des gens, des Français qui étaient allés là-bas au moment de la révolution, et qui m'avaient parlé un petit peu par hasard en fait du Nicaragua, et surtout du peuple nicaraguayen, avec beaucoup de passion et d'amour. Et j'avais été surpris de voir que l'un et l'autre, qui ne se connaissaient pas, me parlaient du Nicaragua avec cette même passion. Et j'ai essayé de comprendre quel était ce pays étrange, pourquoi il suscitait autant d'intérêt, pourquoi on en parlait avec le cœur en fait. Et donc à force de rencontrer des gens, de lire des choses, je suis allé aussi au Nicaragua, j'ai essayé de retrouver en fait peut-être pas une atmosphère, mais disons que j'ai beaucoup fonctionné à l'intuition. Voilà, mais lorsque j'étais en train de faire ce livre, j'étais pas sûr du tout d'être dans le vrai. Je me suis dit, je fais une histoire et j'essaie de faire abstraction de tous ces gens qui m'en ont parlé. Pour moi, je voulais la liberté de création, donc j'ai tout recréé, et les personnages, et les lieux où ça se passe, pour les besoins de l'histoire. Je ne dis pas que je raconte une histoire, j'ai pas envie d'être complètement verrouillé, écrasé par le poids d'une véracité des objets, des lieux. Enfin, j'essaye
de donner l'illusion du réel, mais tout est recréé, tout est réinventé. Et quand le livre sort, je suis vraiment dans mes petits souvenirs. Bon, ça, alors le prix des rendez-vous de l'histoire m'a quand même beaucoup surpris, parce que je n'avais pas l'impression d'avoir fait une bande dessinée historique. Mais ce qui m'a, je pense, le plus touché par la suite, c'était le retour des acteurs de cette révolution que j'ai été amené à rencontrer quelques temps après, et qui se sont saisis de ce livre-là pour transmettre leur propre histoire à leurs enfants et petits-enfants. Pour moi, je sais que dans mon parcours professionnel, c'est sans doute ce qui m'a touché le plus. En fait, en créant une fiction, donc il y a une phase de documentation, il y a aussi la recréation d'une fiction, mais avec quand même l'intention. Vous dites que vous ne vouliez pas justement ni faire un reportage, ni faire un cours sur la révolution du Nicaragua, mais qu'est-ce que vous vouliez dire de la révolution du Nicaragua? Qu'est-ce que vous vouliez? Et je pose pas la question seulement pour Muchacho, je pense. Quand vous écrivez un printemps pour Tchernobyl, vous dites quelque chose de très important sur Tchernobyl. Vous avez travaillé de façon différente, je suppose, puisque vous y êtes allé. Oui, Tchernobyl, c'est une autre approche de la bande dessinée, puisque c'est une bande dessinée dite de reportage ou documentaire. C'est à l'origine le récit d'un séjour que j'ai passé aux environs de la zone interdite. Donc évidemment, je parle en fait de l'histoire, ce qui s'est passé en 1986. Mais ce qui m'intéressait, c'était la vie aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de la zone interdite et dans la zone interdite. Et qu'est-ce que ce qui s'est passé il y a 30 ans maintenant influe encore aujourd'hui sur le quotidien des gens. Et je crois que j'ai surtout voulu travailler sur une chose qui m'a beaucoup surpris là-bas, c'est qu'avant de partir à Tchernobyl, je me faisais une idée de ce que j'allais voir. Pour moi, Tchernobyl, ça s'énonçait en noir et blanc, enfin surtout en noir. C'était un endroit sinistre où rôdait la mort partout. Et donc je suis parti avec des fusains, des craies noires. Et dès le premier jour, nous sommes rentrés dans la zone interdite. Nous sommes allés dans la ville de Tchernobyl, dans la ville de Pripyat, et face au réacteur 4, celui qui a explosé. Et il faisait un temps de chien en plus. Et ça correspondait à l'imaginaire que je m'étais fait de Tchernobyl. Et je serais resté une seule journée, j'aurais probablement ramené un livre extrêmement sombre, noir, sur Tchernobyl. Ce qui va me surprendre, c'est que je vais rester 3 semaines en fait. Et dès le deuxième jour, il va commencer à faire très très beau. Et nous vivons dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de la zone interdite, où un petit village qui a été à moitié abandonné par les gens qui avaient les moyens de partir, même si c'est pas dans la zone interdite. Non. Et nous étions les étrangers, c'était un petit peu exotique pour eux. En plus, on dessinait, certains d'entre nous faisaient de la musique aussi, et donc les gens passaient finalement. On a créé une sorte de petit phalanstère comme ça avec les gens du village autour du dessin, de la musique, et puis nous racontaient en fait tout simplement leur vie, ce qu'ils avaient vécu aussi 22 ans auparavant. Et finalement, je garde plutôt de Tchernobyl cette chaleur humaine. Ce sont des gens, comme nous disent, vivent sur une grenade dégoupillée, où tout est dangereux, ce qu'ils respirent, ce qu'ils mangent. Mais la vie est là. Et Tchernobyl, vu qu'il n'y a plus d'activité humaine depuis maintenant 30 ans, est devenu une sorte de grande réserve naturelle. Il y a plein d'animaux, il n'y a plus de voitures, les maisons sont en ruine, recouvertes de végétation, il y a un côté presque romantique. Et c'est beau. Et c'est ça qui est très troublant, c'est que tous nos sens nous disent c'est magnifique. Et la seule chose qui nous dit c'est ça, c'est le compteur qu'on a dans la poche et qui grésille en permanence. Et on est dans cet univers avec un masque, avec des gants, des bottes, il faut toucher à rien. On passe des examens là, avant et après. Et
mais c'est très troublant en fait de ne rien voir. Et parce qu'on n'arrive pas à se satisfaire de ne rien voir. Moi, je passais toutes mes semaines là-bas chercher des signes pour me dire que c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors je regarde des champignons, et je me dis c'est normal que ce champignon ait cette taille-là. Voilà, on ne sait pas, on sait que c'est là, mais on ne voit pas. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et on va se créer du coup tout un imaginaire qu'on est sur place. Et cet imaginaire, les gens qui vivent sur place se le créent aussi. Et c'est des gens qui vont nous interpeller en nous disant ah, tu veux sentir la radioactivité, allez viens avec moi dans cet endroit, tu vas voir c'est très sale. Tu vas sentir ta langue collée au palais. C'est un péché de venir à Tchernobyl et de ne pas goûter à la radioactivité. Enfin, c'est des gens qui vivent sur place qui me disent. Et voilà, je crois que j'ai eu envie de raconter ça. Peut-être ce que dit Emmanuel par rapport à votre question, c'est, je crois, la lenteur et moi j'ai constaté ça, tu ne le formules pas comme ça, mais il y a une douceur dans le dessin. Tout de suite, quand on a un appareil photo, une caméra, il y a quelque chose de violent pour les gens. On n'en est pas avec eux complètement. Il me semble, je ne suis pas photographe, mais je constate ça dans le dessin que quand on dessine le soir ou quand on cherche juste à se remémorer les images, c'est beaucoup plus... alors il y a la lenteur que tu décris à Tchernobyl, mais il y a une sorte de douceur, d'une façon de rentrer avec les gens pour, je pense, pour faire du reportage, du documentaire dessiné, et pour toucher le réel comme ça, qui est très efficace, et même une discrétion. Ça ne date pas de la bande dessinée, il y a des dessinateurs comme compatriote Chasse-Laborde, un dessinateur bernier, Gus Boffa, Chasse-Laborde, il a fait des voyages dans les années 30 à Moscou, notamment il dessinait dans sa poche, il n'avait pas d'appareil photo, il dessinait, il faisait des profils comme ça, il a fait des voyages illustrés très beaux. C'est un dessinateur qui est un peu redécouvert maintenant. Et avant l'invention de la photo, il y avait des reportages dessinateurs qui s'étaient envoyés sur la guerre de sécession notamment, qui étaient des aventuriers. J'avais un jour envie de faire un projet autour de gens comme ça, parce qu'ils dessinaient, ils galopaient, ils allaient amener leurs esquisses au train, ça partait ensuite à l'atelier de gravure du journal et c'était illustré dans les journaux britanniques ou américains. Voilà, ce que je espère que je suis un peu. C'est intéressant, puisqu'il me frappe aussi, c'est quand vous parlez de l'imaginaire qui se développe autour de ce qu'on voit, enfin l'articulation entre ce qu'on voit vraiment et ce qu'on se représente. La bande dessinée permet peut-être d'ouvrir l'espace de l'imaginaire avec de manière plus fluide que d'autres. Disons, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a le dessin que l'on fait sur place et puis la bande dessinée qu'on fait au retour. Le dessin, ça fait pas peur. Ce que disait Jean, on n'est pas dans le même temps, il n'y a rien d'agressif au dessin. Au contraire, les gens vont venir nous voir, vont discuter. Donc la démarche que nous avons n'est pas, n'est pas intrusive en fait. Les gens vont venir discuter avec nous en fait. On n'est pas là avec notre micro à interviewer. Parfois trop. En Afrique, c'est difficile de dessiner. Il y a tout de suite, enfin, je sais pas si tu as expérimenté ça. Il y a une foule qui vient. Ça pour le coup là, c'est pas très facile de travailler comme ça. Oui, mais il y a des choses qui se passent en fait. Voilà. Et ça après, évidemment, on peut le retranscrire dans un livre. Et mais voilà, le dessin, tout le monde a dessiné un jour dans sa vie, donc ça renvoie à l'enfance, ça renvoie, je dirais même à l'enfance de l'humanité. Je veux dire, les premières traces d'interprétation du monde, c'est par le dessin en fait que ça s'est fait. Et donc moi, je me rends compte que c'est un outil absolument extraordinaire pour faire dessiner le reportage. Et la bande dessinée, c'est aussi des scénarios, c'est aussi des histoires à raconter. Et cette association fiction-documentation, comment elle fonctionne dans votre travail? En réalité, ça vaut effectivement du scénario, c'est du scénario de bande dessinée. Donc, il ne pense qu'au dessin.
dès le départ. C'est pas un scénario de bande dessinée, c'est pas une nouvelle adaptée en dessin, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour le dessin dès le départ, comme le dessin de bande dessinée est pensé pour raconter une histoire et pas pour faire le beau à chaque case. Mais c'est vrai qu'on pourrait refaire un peu d'histoire sur le rendez-vous de l'histoire, justement montrer un peu cette évolution du reportage, du documentaire en bande dessinée. Comme dit Jean, les premiers reportages illustrés datent, on les a pas inventés, hein, loin de là, évidemment le 19e siècle les avait beaucoup utilisés, jusqu'à ce que petit à petit on estime que la photo, évidemment, représentant toujours parfaitement le réel, soi-disant, était bien plus adaptée pour ça. En réalité, le retour auquel on assiste depuis une quinzaine d'années maintenant, mais qui a plutôt ses racines dans les années 70, il y a cette idée que le dessin a énormément d'atouts pour raconter le réel. Alors, il y a évidemment le côté classique du fait qu'on peut tout reconstituer, on peut refaire des choses dont on n'a aucune image, etc. Donc ça, évidemment, c'est un outil qui est très très fort, ce qui fait aussi que la bande dessinée a longtemps été attirée par des récits historiques plus anciens, Moyen-Âge, Antiquité, etc., avec le domaine très contemporain, en tout cas 20e siècle, dès lors qu'on avait la photo, on y allait moins, si ce n'est pour des récits d'aventure, mais pas obligatoirement pour vraiment le côté documentaire réel comme ça. Mais on a oublié une chose, c'est que pour faire ressentir les faits ou les personnes aux gens, la bande dessinée, elle est maîtresse pour moi là-dedans, parce qu'on oublie encore une fois qu'un album de bande dessinée, il est autant créé par le lecteur que par le dessinateur ou le scénariste, sachant qu'entre chaque dessin, le lecteur imagine le lien entre chaque case, donc participe énormément au processus créatif du récit. Et on se rend compte à ce moment-là que l'idée de la bande dessinée est beaucoup plus de faire ressentir les choses aux gens que de tout leur montrer dans les moindres détails. Ce qui fait qu'on a pu, si on est juste là pour singer une photo, faire exactement à l'identique, si on voulait faire cette salle, ne rien oublier du moindre petit détail, pour moi c'est pas qu'on a un contresens de la bande dessinée, mais on n'utilise pas la force de la bande dessinée, qui est au contraire de juste montrer les éléments signifiants, de juste se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire naître à ce moment-là sur cette scène. Alors dans Notre Mère la Guerre, avec Maël, on a beaucoup fonctionné comme ça. J'ai pas du tout écrit ce récit en découpant case par case, à quelque chose de très technique, avec des angles de vue, etc. À chaque fois, j'essayais de lui faire ressentir ce que mes personnages vivaient. Lors de leur première attaque, par exemple, c'est quoi la première fois où on sort des tranchées et on monte à l'assaut. Et je décrivais en long et en large les sentiments des personnages, alors qui sont créés pour le scénario par l'immersion. Hein. Notre Mère la Guerre, c'est 12 ans de lecture, c'est 350 ouvrages, principalement des journaux intimes ou des correspondances pour essayer de saisir un peu ce que ces personnes, soldats ou femmes à l'arrière, enfants, etc., pouvaient ressentir pendant ces événements-là. Et j'ai raconté tout ça à Maël pour faire naître des images. Ça va jusqu'à la couleur. La couleur, on en parle souvent très peu, alors qu'en bande dessinée, elle est extrêmement narrative, faire ressortir par les rouges, par les bruns, la violence d'une scène, ou au contraire sa douceur. Et c'est vrai que, du coup, le scénariste doit penser à ça. Donc, vous n'êtes pas là que pour faire une reconstitution maniaque, super bien documentée, et ça, n'importe quel imbécile peut le faire. Enfin, il suffit de lire des livres, de prendre des notes, et puis de le ressortir. L'idée est vraiment d'utiliser le dessin pour qu'il joue sa petite musique personnelle à lui. Vous vous rendrez compte que souvent, dans la bande dessinée historique, s'il y a un couple dessinateur-scénariste, c'est pas le cas souvent avec Emmanuel et Jean, évidemment c'est le cas avec moi, ce sont des très grands raconteurs d'histoire aussi en dessin. Il y a énormément, Maël a participé autant au scénario de Notre Mère la Guerre que moi. Ça passe vraiment par beaucoup de discussions qui servent justement à chaque fois à se dire quelle image signifiante on peut faire pour faire ressentir, immerger vraiment le lecteur dans... C'est une lecture très intime, la bande dessinée quand même. Hein, on est chacun à son rythme de lecture, on peut mettre des heures ou quelques minutes, on s'immerge énormément dans la bande dessinée, donc il faut jouer là-dessus à fond. Et on n'a pas besoin d'un dessin réaliste pour ça. Il y a des très grands récits historiques, il y a encore 20 ans, qui n'ont jamais pu exister avec des styles de dessin. Quand Larsenet va faire un album sur la Grande Guerre, même si d'un point de vue humoristique, il va faire passer des choses par un dessin que jamais on n'aurait cru possible auparavant, un dessin comme celui de Jean également. Nous on le voit dans la revue dessinée, on utilise énormément, qui est une revue documentaire consacrée à la bande dessinée de reportage, on utilise énormément de dessins différents, et par l'humour, par un dessin à la Marion Montaigne, on dirait du réserve, et ben on va pouvoir faire du reportage, et en prenant toutes les libertés. On peut sortir complètement du réel. Quand Marion Montaigne elle raconte la vie quotidienne au Jardin des Plantes à Paris, enfin, comment on élève tous ces animaux. Par l'humour, par des représentations complètement diverses, on apprend énormément de choses aux lecteurs et on joue nos propres armes plutôt que la photo, le texte uniquement. Alors pour rebondir là-dessus, ça me fait penser que
la bande dessinée, c'est longtemps. Alors peut-être qu'il y a ce retour au réel à cause de ça, mais la bande dessinée c'est longtemps distinguée par montrer le non réel en fait, par montrer des choses que ne pouvait pas montrer la photo ou le cinéma bon, la science-fiction, des choses comme ça, c'était au cœur, je pense en tout cas d'une certaine direction de bande dessinée. Et bizarrement, tardivement, le cinéma a pu investir cette représentation de l'irréalité en puisant, comme on le voit bien aujourd'hui, dans la bande dessinée américaine notamment, mais Astérix, très longtemps, par exemple, les cinéastes disaient qu'on ne pouvait pas adapter l'Astérix au cinéma parce qu'on n'arrivait pas à faire ces bons prodigieux des personnages. Et maintenant que le cinéma peut le faire, bon, je pense que c'est pas systématique bien sûr, mais la bande dessinée finalement se rend compte qu'elle a une autre voie à creuser finalement dans une direction effectivement qui n'est pas une représentation documentée du réel comme tu dis, mais voilà, peut-être finalement délaisser ce monde en tout cas on peut l'imaginer, être moins intéressé par montrer une irréalité et se concentrer sur le réel, peut-être. Mais en même temps, c'est vrai que la bande dessinée peut montrer le réel par des moyens irréels. Il y a une liberté dans la bande dessinée. On peut utiliser. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Ça m'avait jamais frappé l'idée que ce rapport chronologique évoqué entre bande dessinée et cinéma. Parce que la bande dessinée, oui, c'est flagrant. En avance sur les effets spéciaux. Alors, il y a un autre mouvement qui est parallèle un petit peu à ça, c'est quand même l'irruption de l'autobiographie dans la bande dessinée. À mon avis, sans vraiment cette irruption d'autobiographie qui s'est beaucoup développée dans les années 90, notamment à travers des maisons d'édition comme l'Association, etc., fait qu'on est revenu aussi au réel, parce qu'à force de raconter moi, ma vie, mon cul, etc., on finit aussi par se poser la question de ce à quoi on croit, du monde qui nous entoure, etc. Et on peut noter que la bande dessinée documentaire, par rapport à d'autres médias documentaires comme la télé, le cinéma ou la presse écrite, utilise beaucoup plus, alors c'est pas le cas de ceux qui sont à cette table, mais en réalité, utilise beaucoup plus le jeu et surtout se représente vraiment à l'image. C'est le cas d'Avodo, de Sacco, de beaucoup de Guy Delisle, etc. Beaucoup de grands auteurs de bande dessinée documentaire vraiment se représentent à l'image. Alors pourquoi ils le font? Pas parce qu'on a tous un ego qui passe pas les portes, parce que tout simplement le dessin de toute façon en permanence dit déjà jeu. C'est pas l'histoire des Invisibles par exemple, c'est l'histoire des Invisibles dessinée et donc racontée par Jean Aramba. Le dessin en permanence vous dit bien, on peut pas se planquer derrière ça. Alors évidemment une photo aussi, un photographe choisit de poser son appareil et sur tel ou tel angle montrer telle ou telle scène, mais c'est évidemment moins flagrant qu'un style de dessin personnel qui est inimitable. Et c'est vrai que cette obligation de dire jeu un peu très, très subjectif, finalement, on décide de l'assumer, souvent en racontant l'histoire par ce biais très personnel, par le rapport qu'on a par rapport au personnage, comment on y est impliqué, en se dessinant, et en jouant souvent un peu le rôle d'ailleurs du lecteur, le naïf un peu qui vient découvrir l'histoire. C'est le cas des Ignorants de Étienne Davodo, par exemple, qui vraiment est toujours dans cette position un peu là, de type qui vient découvrir, et le lecteur, et qui prend le lecteur par la main avec lui. Donc ça, c'est vraiment une marque très forte de la bande dessinée, qui oblige vraiment à poser un regard, même quand on n'est pas à l'image. Vraiment, c'est tellement flagrant que c'est nous qui racontons qu'à un moment donné, on choisit un angle, et on s'y tient, on n'est pas là pour faire thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est des historiens. Parce que souvent aussi, on nous dit comme ça, comme « Ah, vous êtes historien ». Non, on n'est pas du tout historien, on est des raconteurs d'histoire, qui profitons du travail des historiens, mais la nuance, elle est quand même énorme. Elle est vraiment dans cette subjectivité obligatoire, et qu'on n'est pas là pour confronter tous les... On est là pour prendre le lecteur par la main, le coller dans l'histoire, et plus jamais le lâcher avant la fin du récit. Oui, cette subjectivité qui s'impose, ça me paraît effectivement très important. Et pour les chants d'Ulysse, par exemple, comment ça s'est joué? Alors, juste avant que vous arriviez, on discutait avec Emmanuel Lepage, qui a aussi fait une bande dessinée sur les Kerguelen. Et quand on évoque les Kerguelen, il y a un récit. Alors c'est un récit documentaire, mais ça reste du récit littéraire qui vient à l'esprit et que tu avais lu, que tu connaissais, de Jean-Paul Kaufmann, L'Arche des Kerguelen. Et alors je parle de Kaufmann parce que je vais
interviewé, aussi interrogé, et je l'ai présenté dans bande dessinée. Mais ce qu'il m'a dit, que je n'ai pas présenté, il m'a donné d'excellents conseils en fait sur la façon de mener un récit documentaire. Et alors je ne devrais peut-être pas livrer ses secrets de cuisine, mais c'est quelqu'un d'assez mystérieux. Et tout d'un coup, là, alors bon, je l'avais interrogé sur lui, il fait ce que j'attends de lui, il fait le job, il me sert quelques phrases, et puis après on parlait de la cuisine des récits, et là son œil s'animait, là tout d'un coup, il me racontait cette indispensable liberté qu'il fallait prendre quand on menait un récit, avec un début, une fin, avec des enchaînements, cette indispensable liberté qu'il fallait prendre avec ce que disaient les gens précisément, avec le décor précis, avec une réalité documentaire, voilà, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais se détacher de ça pour que ça serve la narration et la fluidité du récit. Donc concrètement, alors moi ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça, qu'effectivement il y avait une subjectivité, enfin une direction qu'on proposait au livre, et alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le mécanisme de mon histoire, il y a Ulysse qui rentre chez lui, et puis il y a en alternance des sortes des personnes qui interviennent et qui commentent un commentaire comme ça. Et alors, il y a des choses, par exemple, j'interroge, puisqu'on est au rendez-vous de l'histoire, j'interroge un moment François Hartog, mais je lui fais dire à ce moment-là quelque chose qui vient des textes de Vernon. Et je le mets dans la bouche d'Hartog parce qu'à ce moment-là, ça tombe bien pour moi. Et par contre, François Hartog, très gentiment, m'avait donné des documents, des articles qu'il avait écrits sur Ulysse, que j'ai mis dans la bouche de Jean-Paul Kaufmann. Mais je ne devrais pas vous dire ça, finalement. Mais en gros, il y a tout un travail comme ça qui... voilà. Oui, quand je suis parti au Kerguelen ou dans l'Antarctique, il y a effectivement une mise en scène qu'il faut faire. La plupart des conversations se font à table, donc dans un endroit plutôt calme, dans une situation assez détendue. Mais si vous faites tout un récit avec des gens à table, ça ne va pas être très excitant, et puis alors surtout graphiquement, il n'y a rien de pire, de plus ennuyé que dessiner des gens à table. Et oui, c'est évident, mais en plus c'est très difficile. C'est pas de faire des gens qui volent dans l'espace avec des épées magiques qui est vraiment difficile, c'est plutôt de dessiner des gens à table. Et donc, il y a des fois où, je me souviens, en allant en Antarctique, j'étais sur un bateau qui bougeait vraiment beaucoup, et de rencontrer une glaciologue, Hélène, et d'avoir échangé quelques mois avec elle sur ce bateau, sur ce pont. Et en fait, on passait notre temps à essayer de trouver notre stabilité pour pouvoir discuter. Et ça bouge tellement qu'il y a des fois où on se croise, en fait, et parfois on continue à discuter en se tournant le dos. Je ne sais pas si vous connaissez Mon oncle de Jacques Tati, où vous avez une sorte de petit chemin comme ça, où en S, et les gens vont l'un vers l'autre en tendant les bras, mais vu que le chemin fait un S, à un moment donné, ils se tournent le dos, tout en continuant à tendre les bras. Et j'avais un peu ce sentiment lorsque je discutais avec Hélène de cette situation dans Jacques Tati où on continue à discuter mais parfois en se tournant le dos. Et j'ai gardé cette idée de mise en scène, c'est-à-dire j'ai collé deux moments. À la fois à un moment où elle va me parler à table de son travail de glaciologue en Antarctique, et ce moment où on a parlé de choses et d'autres sur le bateau, sur le pont du bateau. Et là, je fais de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec elle, mais pas à ce moment-là. Et du coup, ça dynamise le récit, puis moi, ça me permet de faire 2 pages que je trouve assez amusantes. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand Hélène a vu cette scène, elle m'a dit « Ah oui, je m'en rappelle ». Mais c'est un équilibre aussi, parce que il y a la mise en scène. Il faut respecter aussi quelque chose. Enfin, c'est un équilibre un peu délicat quand c'est des gens qui existent. Notamment, on peut malmener les choses, mais ce qu'elle dit, c'est formidable finalement, parce que même en tordant le réel, tu as respecté quelque chose. Oui, c'est. En fait, je parlais tout à l'heure d'intuition quand je parlais de Muchacho. Qu'est-ce que je crois comprendre d'une situation, de ce que l'on peut me dire. Lorsque je vais interroger des gens, je prends éventuellement quelques notes, c'était en cas du Nicaragua, parce que là je fais la démarche de les interroger.
quand je pars au Kerguelen ou en Antarctique, là je suis intégré dans une mission, donc même si je suis vraiment attentif à tout ce qui se passe, je ne suis pas dans une démarche d'intervieweur, je n'ai pas un carnet de notes à table. J'essaie de me souvenir des conversations, mais le fait de travailler plus sur la mémoire me fait curieusement avoir des conversations peut-être plus fluides en fait. C'est comme si j'avais finalement sélectionné les choses. Et j'ai reconstitué ensuite dans mes livres des conversations qui sont probablement des morceaux pris à gauche à droite, des choses éparses. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on me dit « Ah oui, je me rappelle de ça. Voilà, je me rappelle de cette conversation. » Alors qu'elle est entièrement recomposée, reconstruite à partir des souvenirs. C'est intéressant, il y avait un fil de réflexion en vous entendant les uns et les autres, qui était que ce retour au réel de la bande dessinée, c'est pas nécessairement par un retour au réalisme, mais en tout cas pas par un retour à un réalisme servile et systématique. Et là, ce que vous dites m'engage sur un autre fil de réflexion, et sur le rapport entre mémoire et documentation. Le fait que, en travaillant justement pour que ce soit un scénario ou une bande dessinée, on se documente et on se construit une mémoire spécifique qui va nourrir l'œuvre. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'albums de bande dessinée qui sont des albums, vous disiez des albums, on parlait d'albums autobiographiques, mais il y en a beaucoup, particulièrement ces dernières années, qui sont sur la ligne des mémoires de mes grands-parents, enfin des généalogies qui combinent d'une manière particulière, et vous-même vous l'avez pratiqué un petit peu. Et là, on est en plein au cœur de la question du rapport entre mémoire et représentation, et aussi pour nous historiens, entre mémoire et histoire. Est-ce que ça a quelque chose de particulier, cette dimension-là? Ah oui, c'est sans doute la chose la plus fascinante. Je pense que la mémoire est extraordinaire à interroger parce qu'on voit comment elle se construit, comment effectivement nous-mêmes on peut imprégner par nos travaux créer une mémoire en fait qui n'existait pas auparavant. Quelqu'un comme Tardy a clairement créé une mémoire de la Grande Guerre qui n'existait pas avant lui. Pourtant, il est bien postérieur aux événements qu'il raconte. Et cet aller-retour entre la mémoire, la création artistique, et la nouvelle création artistique qui revient nourrir la mémoire, etc. et tout ça, et une des choses les plus intéressantes est que la bande dessinée a une liberté pour aller interroger. Là, en ce moment, je travaille sur un récit qui s'appellera Mon arrière-grand-père, mon grand-père, De Gaulle et moi. Et pourquoi il y a le et moi là-dedans? Parce que cette histoire raconte évidemment avant tout l'aventure de mes aïeux pendant la Seconde Guerre, mais en fait, elle se sert de l'aventure de ses aïeux pour ensuite aller interroger une trentaine, une quarantaine de personnes qui tous ont eu des aïeux qui ont participé à des œuvres divers à la France libre ou à la Résistance, et racontent ce qu'ils en ont conservé encore aujourd'hui, comment ils sauvegardent ça ou pas, comment ça a été important ou pas dans leur éducation, etc. Et donc en permanence, le récit fait des allers-retours entre cette Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Et en réalité, la façon dont je le fais, c'est que je me transporte dans le temps, comme un reporter, embellique, mais cette fois dans l'histoire, et non pas dans une unité militaire quelconque, et je me retrouve en 1940 aux côtés de mes aïeux et aux côtés de De Gaulle, qui m'intéresse le plus à interroger. Et le seul qui est au courant que je viens du futur, c'est De Gaulle. Et De Gaulle l'accepte. La première scène, c'est vraiment ça, c'est De Gaulle qui est dans son bureau en juin 40 avant de partir à Londres. Et donc moi je suis là, un peu couillon en face, planton, et il reste me regarder sans rien dire, et c'est le premier dialogue de la fin de la première page où il me dit « Alors ainsi vous venez du futur ». Et moi je lui dis « Oui mon général ». Et il me répond « À titre provisoire ». Je dis « Oui mais je vous ai toujours appelé mon général, mon général ». Et il reste me regarder encore, on ne sait pas exactement ce que je lui ai demandé, et il me dit juste « Mais si vous êtes là, alors c'est donc que j'ai un destin ». Je ne peux rien vous cacher, mon général. Et parce que c'est important pour lui, le destin. Et il me dit « C'est d'accord ». Et là je m'en vais, je salue pour sortir, et il m'arrête, il me dit « Vous êtes né en 1972, c'est ça ?» Je dis « Oui, mon général. M'avez-vous connu vivant ?» Et là, évidemment, j'ai un temps d'arrêt, et il me dit « C'est d'accord. » Et à partir de là, on peut tout d'un coup commencer à mettre un jeu en place par le dessin, par la mémoire, parce qu'encore une fois, je vais aller interroger. En fait, dès que je parle de ça,
quelqu'un dans la salle va commencer à me dire ah oui mais moi aussi, je suis sur 90% de la salle en réalité, moi aussi mon grand-père, ma grand-mère, on se rend compte qu'il y a tout un travail comme ça de mémoire et que la bande dessinée est géniale pour recueillir parce qu'on a cette liberté de tout représenter comme on veut. Davodo, encore une fois, avec Colomba dernièrement dans un livre Cher pays de notre enfance qui raconte la violence politique dans les années 70 en France, utilise ça de façon absolument géniale. À un moment donné, ils vont interroger un témoin et la dame dit ah oui mais moi je veux pas apparaître à l'image, il est hors de question de vous dessiner à l'image. Et il lui dit bah d'accord, on vous représente mais avec un autre visage. Ah bon ça oui d'accord. Alors ils ont fait un casting, hop, et donc mais il le dit dans la bande dessinée, il le dit voilà la femme que vous voyez là n'est pas celle que je dessine, etc. Il explique. Et donc Sacco a fait aussi un travail comme ça sur Gaza 1956 pour représenter un événement. Dès qu'il avait un nouveau témoignage, il revenait illustrer ça. Dans le roman H, je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 H de Laurent Binet, c'est pareil, c'est toute cette interrogation sur la mémoire comme ça. Et ça c'est fascinant, et quand on a la liberté aujourd'hui par la littérature est une liberté. Hein. Pourquoi s'enfermer à vouloir raconter le réel, précis, texto, encore une fois, de façon maniaque? Ça n'a pas d'intérêt, L'intérêt c'est comment on utilise cette liberté que donne la littérature, le dessin ou autre, pour raconter, surtout pas de façon exacte, mais plus juste. Voilà, tout simplement. Mais en faisant ça, on crée aussi une nouvelle mémoire. Il ne faut pas se leurrer. Ce que dit Emmanuel, on l'a vu souvent, ça, des gens qui s'imprègnent de nos récits pour dire ah ouais, c'était ça, alors que c'est du pipeau. C'est du pipeau, ouais. Ça marche très bien parce que quand vous racontez votre entrevue avec De Gaulle, vous racontez exactement comme si vous vous souveniez de ce qui s'était passé. Ah oui, mais on vit nos histoires, je pense tous. Il y est, t'as vu Oui, d'ailleurs, oui. Je voulais pas, c'est une société d'anneau, hein, on a inventé le voyage dans le temps, mais bon, il faut être auteur bande dessinée hein, pour utiliser. Secret de fabrication. Voilà. Avant de donner la parole à la salle, on va demander justement à Jean dans les chants d'Ulysse, il y a une sorte de mise en abîme de la mémoire, puisqu'il y a à la fois, si on accepte l'idée que je trouve très suggestive, et vous direz si vous l'acceptez aussi, que toute bande dessinée met en jeu la mémoire de l'auteur, de toute façon, qui fabrique dans la fabrication de son scénario, et c'est un petit peu ce que vous divisez avec votre construction vous vous souvenez de ce que vous ont dit François Hartog, de ce que vous avez lu, etc., pour le reconstruire. Et dans les chants d'Ulysse, il y a donc votre mémoire, il y a la mémoire de François Hartog, la mémoire de Vernon, et puis il y a la mémoire d'Ulysse dans l'autre sens. Comment ça se met en place? C'est un peu difficile à expliciter, je ne sais pas si je pourrais bien le faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus qu'historique, peut-être une question philosophique là-dessus, sur... parce que moi-même, c'était dans ma trajectoire, ce mythe d'Ulysse évoquait des choses très, très profondes, donc pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est quand même fascinant de voir comment ce récit qui a traversé les millénaires dit des choses si profondes sur l'humanité en nous, et fascine des enfants, des adultes. Donc j'avais envie de traduire l'actualité finalement de ça. Parfois des professeurs d'histoire m'ont demandé de venir dans leur classe et ils m'ont félicité, ensuite ils m'ont dit mais c'est très bien parce que les élèves voient que c'est vivant, que ce monde, cette pensée grecque très lointaine, elle est vivante pour vous. Donc la mémoire, elle est là. Et alors c'était cette idée de reflet, alors je ne sais pas si le mot mémoire correspond, mais de reflet, de répétition d'un motif, de fractal en quelque sorte, de choses qui se répètent dans la situation de l'homme seul face aux autres, de son existence dans la réciprocité, cette intelligence grecque au monde, une mémoire qu'il faut conserver. Et ce qui est toujours délicat quand on évoque ce mot-là aujourd'hui, c'est cette mémoire immédiatement disponible, infinie, par le numérique aujourd'hui, qui paradoxalement entraîne ce que François Hartog appelle le présentisme aussi, des gens qui sont prisonniers du présent, dans la mesure où on peut tout conserver, est-ce qu'on conserve quelque chose? Alors j'ai vraiment pas du tout de solution par rapport à ça, mais en tout cas, il y a d'une certaine manière
message encourageant et positif de l'Odyssée, qui est que voilà, même si on est comme des feuilles, comme dit Homère dans l'Iliade, qu'on est appelé à disparaître, à s'envoler, il y a l'Odyssée qui reste et il y a quelque chose qui reste de l'humanité, de la civilisation et de la mémoire. Je propose de donner la parole à la salle dès maintenant si vous avez des questions, et quitte à ce qu'on reparte sur d'autres sujets après. Je suis très intimidée. Bon alors, chic. Le micro arrive, madame. Bonjour déjà, et merci beaucoup. Donc par rapport à cette notion de mémoire, je trouve que la partie émotionnelle est très importante. Donc par rapport à vos différents récits, votre émotion, l'émotion que vous ressentez à transcrire vos récits, s'imprègne énormément de vos émotions personnelles. Est-ce que vous êtes capable éventuellement d'étayer un petit peu cette notion d'émotion? Alors, je sais pas, mais c'est vrai que dans la bande dessinée, dans la mesure où il y a les mots et le dessin, il y a quelque chose de l'analyse verbale qui s'échappe. Donc il y a quelque chose par le dessin qui est de l'émotion même physique. Alors, Emmanuel comme moi, il y a une joie physique au dessin. Alors je parle d'émotion, mais finalement c'est peut-être quelque chose de plus corporel. Donc il y a cette émotion-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la création, tout le monde doit être créatif, et il me semble que la compréhension, alors émotionnelle ou intellectuelle, elle est aussi, il ne faut pas la perdre de vue, donc c'est pour ça qu'il y a le ressenti personnel, il y a la création, mais il y a quand même cet effort intellectuel à faire de compréhension du monde, enfin si on veut le retranscrire quelque chose qui soit pas juste de l'émotion prisonnière d'elle-même. Je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, peut-être que mes voisins auront des choses plus intelligentes à dire. Je ne suis pas sûr. Tout à l'heure, il y avait Chris qui disait qu'il fallait prendre le lecteur par la main et puis de ne plus le lâcher. Lorsqu'on raconte et dessine une histoire, évidemment, on est pleinement dedans. Il faut qu'on croie profondément à ce que l'on est. Ce que dit Jean, c'est qu'effectivement c'est très physique. Il y a une jouissance à dessiner. Et on espère que cette énergie que l'on met dans le dessin, dans le récit, on va la transmettre à celui ou celle qui va nous lire. Et effectivement, là, du coup, ça va passer effectivement par les affects. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ineffable en fait au dessin. Il y a effectivement ce que vous pouvez dire par le texte, mais le dessin dit aussi quelque chose qui va parfois être en contradiction avec ce que dit le texte, et c'est là qu'il y a récit d'ailleurs. Et c'est que pour moi, quand je commence une histoire, je suis dans l'histoire, je suis les personnages. C'est très physique, oui. J'ai envie que l'on aime, voire peut-être même que l'on désire mes personnages. Après, effectivement, ça doit servir de véhicule à l'histoire, aux intentions que je vais transmettre, mais le dessin n'est pas seulement illustratif d'un texte, le dessin et l'histoire. C'est l'empathie qui fait tout là-dedans. C'est vraiment de s'investir tellement dans les personnages ou dans le récit qu'à la fin on en parle comme s'ils étaient vrais. Je compare toujours, c'est le choix des sujets en fait au départ. C'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit à raconter comme histoire, c'est jamais anodin. Ça fait toujours écho à une passion personnelle, à quelque chose qui nous a marqué dans un sens positif, négatif, peu importe. Et une bonne histoire, j'ai toujours dit que c'était comme un super ami ou une super amie
que vous avez envie de présenter à tout le monde. On a tous eu ça, j'ai un super pote, j'ai envie de le présenter à tous mes autres amis. Et bien une bonne histoire c'est ça, sauf qu'au lieu de le présenter à 10 copains autour d'une table lorsque vous avez organisé une soirée, le livre vous donne la puissance de le présenter à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, allez savoir, d'amis comme ça, de dire regardez, ces personnages sont géniaux, même s'ils sont de parfaits salauds, parce qu'en réalité, le plus intéressant, là je parle vraiment du récit, moins du dessin, il n'y a jamais de parfait salaud. Et évidemment, il n'y a jamais de chevalier Jedi. Et tout ce plaisir de pouvoir mettre en place des personnages où petit à petit vous allez déconstruire leurs sentiments, leurs réactions, pourquoi ils sont comme ça, et faire que le lecteur tout d'un coup se dise ah mais c'est pas un parfait salaud en fait comme je l'imaginais. Et c'est toutes ces petites scènes du quotidien où pendant longtemps la bande dessinée s'est un peu affranchie de ça pour aller encore une fois uniquement vers l'aventure et mettre des personnages très stéréotypés en place. Aujourd'hui on en est complètement revenu de ça. Un des premiers à l'avoir fait pour moi très très bien, c'est Herman par exemple, dont on a souvent sous-estimé les qualités scénaristiques. Dans les Tours de Bois-Maury, Herman explique le quotidien du Moyen-Âge de façon absolument géniale, comme assez peu de bandes dessinées l'ont fait, même toujours depuis. Aujourd'hui, les auteurs sont quand même vraiment énormément là-dedans. Alors c'est vrai que c'est un vaste mardi gras, en fait, de faire la bande dessinée, passer votre temps à passer d'un personnage à l'autre, à vivre ses aventures. Ça, c'est vraiment le plaisir physique, comme dit Emmanuel, chaque matin, on se met à table, c'est vraiment ce plaisir-là d'être dans la poêle. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions, mais on ne peut pas le transmettre s'il n'y en a pas. Voilà. Alors, on va pas chialer, on raconte une histoire, mais quand même, ça nous est arrivé nous-mêmes d'être élus, je pense, par des choses qu'on avait pu... c'est vrai pour un scénariste qui en plus écrit quelque chose et voit arriver le résultat en dessin, parfois il y a une vraie émotion, on voit ce qu'on a fait son dessinateur. Quoi. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur l'intervention du précédent interlocuteur pour dire que il me semble que c'est même une rencontre d'émotions parce qu'il y a aussi l'émotion du lecteur ou du lecteur potentiel, parce que quand on choisit parfois une bande dessinée sans avoir d'idée préconçue, il me semble qu'on commence à feuilleter rapidement et qu'on est sensible déjà au graphisme, aux couleurs. On peut choisir aussi un thème, mais il me semble que c'est vraiment une rencontre d'émotions. Parce que ça va être la première chose qu'on va voir, ça va être le dessin, effectivement, ça va être les couleurs, c'est ça qui va vous donner envie d'aller plus loin. Effectivement, c'est la première rencontre avec l'art. Bon, il y a peut-être aussi le thème parfois, mais c'est toujours assez curieux de parler de ce que l'on ressent quand on dessine, parce que c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. On traque quelque chose, en fait, dans le dessin, c'est une sorte de quête. Bon, en général, on n'y arrive pas. Hein. Les moments, je dirais, de grâce, ils sont quand même très très rares. Mais il y a des fois, ouais, là, il y a quelque chose. Il y a de l'euphorie, parfois. Ouais, moi, je fais donc la couleur et dessin. Je sais que le dessin est quelque chose de très cérébral. Par contre, la couleur, pour moi, est quelque chose vraiment de physique. Je sens que c'est pas les mêmes parties du corps qui sont là lorsque je fais de la couleur que lorsque je dessine. Oui, une toute dernière question là-bas. Bonjour. Par rapport à la couleur, je me rappelle de votre présentation des arbres dans le printemps à Tchernobyl, quelque chose de très émotionnel qui m'avait touché. Est-ce qu'on peut mentir par le dessin? On peut ne pas représenter la réalité, mais est-ce qu'on peut représenter autre chose? Parce que dans le récit, on peut raconter d'histoires qui n'ont pas eu lieu. Est-ce que par le dessin, on peut sortir de ça et toucher quand même en racontant autre chose spatialement? Je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous me dites. Il y a une éthique du dessin. Enfin, effectivement, si vous faites de la propagande, je veux dire, on peut mentir par le dessin. Vous voyez les affiches. Je crois que vous parliez hier d'une exposition qu'il y avait eu sur la mort de Staline, avec toutes les affiches politiques de l'époque, les affiches soviétiques. Là, c'est de la propagande. C'est au service d'une certaine idée. Personnellement, quand je dessine, j'essaie d'être au plus près de ma réalité émotionnelle. Voilà, il y a des choses que je m'interdis de dessiner, mais oui, il y a une morale du dessin en tout cas.
Il y a un piège aussi qui est le dessin et de se laisser entraîner. Je me rappelle je ne saurais pas trop d'où ça vient. Il y a une pièce de théâtre dans la Grèce antique où les comédiens font pleurer le public et le public se fâche, en fait, leur jette des cailloux parce que finalement ils ont emprisonné leur émotion, peut-être pour revenir à la première question. Et ce piège-là, c'est de tricher avec le réel pour esthétiser le monde finalement, pour avoir une sorte de confort dans la tragédie ou en comédie, je sais pas, mais ça c'est quelque chose de très périlleux et on n'est jamais à l'abri de ça. On monte tous un coup de temps, de toute façon. Voilà, exactement. Un peu de temps. Après, quand on se raconte nous-mêmes. Donc voilà, nous on assume. Raconter, c'est trier, c'est choisir, c'est mentir. Et à propos de temps, on est à la fin de celui qui nous est imparti. Donc on peut remercier très chaleureusement